Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille, la 156. Nous sommes le mardi 5 juin 2012. Vous êtes donc sur une radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et pour cette émission, Pikikou assurera la technique comme d'hab. Bonjour. Et la programmation musicale, accessoirement. Jean. Ça veut dire quoi? Jean. Avec un talent qui grandit à chaque émission. Oh, il grandit un peu trop à mon avis, mais bon. Non, c'est pour casser un peu ce sourire sardonique. C'est mieux qu'un sourire avec niais. Lequel tu précises qu'elle fait la programmation musicale. Oui, bien sûr. Et notre Jean qui la ramène un peu trop, je trouve, ce matin d'entrée. C'est-à-dire qu'on demande à voir ce que toi tu ferais, quoi. Voilà. Alors, surtout n'ayez pas, il faut pas avoir l'ombre supposée critique envers la Jean féminine. Pour mon Jean, il prend tout de suite ça. Non, ceci dit, Robert nous fera bientôt la programmation musicale d'une émission. Il faut d'abord qu'il retrouve son disque, mais... Salut à tous. Notre Jean qui va vous narrer encore une fois des histoires d'art contemporain avec un texte dont vous allez pouvoir goûter le sel bientôt. Voilà, d'où la mauvaise humeur de Robert. Non, pas du tout, Jean. Pas envers toi, évidemment. Pour l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, où il se trouve la plupart du temps, je regrette de devoir insister à chaque fois là-dessus, mais bon... On ne s'en lasse pas. Ouais, puisqu'il bouge pas, on a tort de s'en priver. L'artiste et l'engagement politique, là aussi, on attend toujours une manifestation de nos camarades. L'artiste et la religion, par contre, on n'insistera jamais assez sur la foi qui l'anime, sur ses prières, etc., comme on l'évoquait tout à l'heure, pour réussir, devenir célèbre, avoir son nom en haut de l'affiche, pas en bas. Hein. Et l'artiste et l'autorité qui, dans ses meilleurs jours, il exprime tout son respect pour l'autorité en lui disant merde à pied, à cheval et en voiture. Oh, elle est bonne celle-là. Voilà, c'est dont on va débattre durant cette émission avec Pikikou, notre Jean et moi-même. Je commence par rappeler le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue. Il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors je me dis, ok c'est bon, je rentre chez moi. Je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie. Puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absolue. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué ça?
Non, il aurait mieux fallu, c'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. C'eût été plus élégant. Alors Voilà. Alors Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. C'était le 20-04-2005 par Philippe Catherine. Oui, je préfère une dictature laïque à une dictature religieuse. Qui éructe ces constés? Je vous le donne, Émile. Mon Jean l'appelle comment déjà? Celle qui dit ça? Margarine Le Pen qui fait la guerre au beurre. Qui fait la guerre. On s'en étonnera pas. Retenez bien, c'est un bon mot. Margarine Le Pen qui fait la guerre. Margarine Le Pen qui fait la guerre au beurre. Faut le faire déjà. Hein. Oui, la Marine embrouille elle-même en personne, toute seule et sans anti-sèche. Elle répète ça en boucle à longueur d'interview. Ça voudrait donc dire probablement que la dictature du père Adolphe, dont quelques-uns d'entre nous se souviennent quand même, de l'autre côté du Rhin, était top, plus que laïque. Elle n'était pas religieuse, à mon avis, mon Jean, non on va se souvenir qu'on en a. Ainsi que celle au hasard de Staline, Mussolini, Franco, Mao, Pinochet. Et la liste est un peu longue. Qui ont massacré au nom ni de la laïcité ni de la religion un nombre incalculable d'êtres humains. Dans un temps relativement court d'ailleurs. Car, la dictature franquiste, elle a duré quand même un peu plus longtemps, la maoïste aussi. Mais bon, pour Pinochet, Mussolini et Staline, c'était assez bref. Et Hitler aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, dictature laïque ou religieuse, même combat. Il n'y a que le cabot-chef du front pour annoncer de telles monstrueuses conneries. Il faut voir sa tronche d'ailleurs. Des conneries qu'on pourrait qualifier aussi de criminelles, parce que quand on largue des paix pareilles, je veux dire, ça peut vraiment asphyxier pour le compte. Et c'était tout de suite, là, en écoutant sur la chaîne LCP, je vois la tronche de la bête qui a ravagé le monde lors de la DRDR. Car derrière ces paroles, si on me dit derrière, oui, parce qu'elles sortent, donc elles sont devant. Un visage vraiment, j'assure, qui reflète une bêtise incommensurable. Si le terme incommensurable peut s'appliquer à la bêtise. Enfin, je veux dire, on est ravagé par cette vision. Franchement, la bêtise c'est plus que de la méchanceté. S'il y a derrière tout ça, il y a tout ce que je viens d'évoquer, quoi. Voilà. Et ça, c'est la première fois que je m'en rendais compte d'une manière aussi violente, parce que j'avais jamais vraiment vu. Là, il y avait des gros plans sur sa tronche, et je dois dire que le mépris avec lequel elle répondait aux journalistes, il y avait un jeune journaliste qui était qui posait des questions vraiment pas mal et sans agressivité comme ça, enfin sur le ton de la conversation presque. Et elle le regardait comme si c'était un gros tas de merde, avec un mépris, avec une espèce d'arrogance là. C'est oui qui me dit moi que je me pose la question comment une telle harpie peut récolter tellement de voix, quoi, de gens du peuple qui se rendent pas compte que si cette pouf met son gros popotin dans une bergère de l'Élysée un jour, ou dans un ministère, ce seront ces pauvres glands qui ont voté pour elle qui sont les premiers à déguster. Il me semble, hein, parce que dans l'histoire, c'est un peu toujours ce qui s'est passé quand il y a eu des dictatures. Ceux qui en ont pris le maximum plein la gueule, c'est justement les plus, je dirais pas les plus pauvres, parce que bon, là maintenant on a les classes moyennes qui risquent d'en prendre autant dans la gueule que les classes dites populaires. Voilà. Et cette madame qui se veut la voix du peuple, je rappellerai pour mémoire, parce qu'on a trop tendance parfois à l'oublier, qu'elle est colocataire, comme elle dit, ou copropriétaire d'un morceau du château de Montretout. Oui. Et vous pouvez aller sur le net, vous verrez des photos d'une réception au château de Montretout avec papa, et puis voilà. J'avais envie de dire tout ça, parce que
je me suis rendu compte peut-être un peu tard que c'était vraiment, elle avait vraiment une tronche, comme on dit, de l'emploi. Ce sont des boutiquiers, hein. Des boutiquiers de Montretout. Ouais. Mais des boutiquiers qui sont assez mortifères quand même. Ouais. Voilà, bon genre. C'est sûr. Moi, je vais parler un petit peu de la précarité. Alors, mais on est dans le sujet aussi. Oui, mais très rapidement en fait, parce que on peut pas être exhaustif. Toi, il nous faudrait plus d'une émission. Bien sûr, on pourra en faire une. Qu'est-ce qui touche dans l'ordre que la précarité touche d'abord les immigrés. Hein. Bien sûr. Puisque tu parlais de Marine Le Pen, touche d'abord les immigrés, ensuite les jeunes, et puis les femmes. Ouais. Et alors, je vais d'abord, je vais dédier ce papier à notre copine Karine, tiens, qui tente de soigner sa précarité au marché de la Bastoche. Hein. Si vous la cherchez, vous pouvez pas la rater. Hein. Non. Elle est de ces créatures divines dont on se demande comment leurs parents ont réussi un tel miracle en s'aimant très fort, mais ça suffit pas. Hein. Je sens que Karine va virer Pivoine. Ouais, Karine, alors, je sais pas, moi, tu connais la référence de son stand? Non, mais vous, caractéristique des cheveux courts? Oui, caractéristique, les cheveux courts, une grande bringue. Enfin, une silhouette à faire avaler son auréole à Saint-Laurent. Oui, hein, peut-être. Vous la remarquerez peut-être, elle est toujours avec une petite blonde, là. Inséparable. On les appelle Domino et Karinouzette. Et puis des yeux qui lui mangent la moitié du visage. Hein. Ouais, c'est un peu une héroïne de mangas, en fait. Non, mais Jean, t'arrêtes, c'est 2 minutes. Enfin, Karine, voilà, on te fait un gros bisou. Hein. Ouais, tu es un rêve japonais, Karine. Oui, d'accord, un rêve allez, japonais. J'arrête parce il fait sa jalouse chaque fois que je... Ah non, pas du tout. Non, mais vous aurez remarqué, nos auditeurs les plus fidèles auront remarqué que chaque fois que je fais des compliments à une fille, il y a Robert qui me fait sa vieille jalouse. Bon. Ah non, tu sais bien que tu seras toujours ma préférée, Robert. Oui, mon Jean. Pas de souci pour ça. Voilà. Enfin, on embrasse Karine, pique et coup très fort. Ouais. Non, parce que qui fait un taf. Moi doucement et Robert pas du tout. Donc, voilà, on aura bien compris. Je vais d'abord parler des jeunes diplômés. Ah oui, bonjour. Parce que si elle touche les jeunes, elle touche aussi les jeunes diplômés, la précarité, voilà. Trouver un emploi pour eux relève de plus en plus de la gageure. Hein. Près du tiers de ceux qui ont décroché leur diplôme l'an passé, je parle pour la France, hein, ne sont toujours pas parvenus à occuper un poste digne de ce nom. Hein. Plus du tiers. Hein. Les plus chanceux acceptent des emplois d'attente. Hein. C'est l'expression consacrée, faute de mieux, hein, à préciser dans une étude qu'elle vient de réaliser l'association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, l'AFIGE. Qu'on aurait pu appeler l'AFLIGE. Hein, l'AFLIGE, oui, c'est pas mal. Voilà, dont je précise, cette AFIGE, qu'elle a conclu des conventions avec Pôle emploi et des établissements d'enseignement supérieur. Hein. Parmi ceux qui avaient réussi à s'insérer dans les mois suivant l'obtention de leur diplôme, hein, seuls 43% avaient encore un emploi en avril 2012, selon cette étude. Là, on est vraiment en plein dans la précarité. Hein. Ouais. Pour 42% d'entre eux, ils occupaient ce poste par le biais d'un contrat précaire, CDD ou intérim de moins de 6 mois. Hein. L'entrée dans la vie active apparaît de plus en plus longue. Observe l'AFIGE, hein, qui confirme très pudiquement, je vais dire ça pour être poli, la persistance du caractère non linéaire des parcours d'insertion de la majorité des jeunes diplômés. Voilà. Là, on parlait tout à l'heure au bistrot de la façon dont on emballe avec des mots des choses qu'on pourrait dire beaucoup plus simplement. Ouais, tout à fait. Pour l'association, les jeunes alternent période d'activité et chômage et subissent les temps partiels ou les emplois alimentaires avant de décrocher un emploi stable ou pas. Ouais. Et quel emploi stable? Absolument. Parmi les jeunes diplômés 2011, qui étaient sans emploi en avril, hein, 57%, 44% avaient décroché un CDD dans la foulée. Je m'excuse de tous ces pourcentages, mais je ne sais pas trop comment le dire autrement. Hein. Avaient décroché un CDD dans la foulée de leurs études, mais cette première expérience aura duré moins de 3 mois dans la plupart des cas. Près de 60%. De plus, il s'agissait majoritairement d'un emploi d'attente, 61%, ou correspondant moyennement à leurs attentes, hein, pour 16%. Je précise également que l'étude a été effectuée sur un échantillon de 1065 jeunes inscrits à l'AFIGE,
Il y a tous ceux qui ne le sont pas, hein. Et au moins titulaires d'un bac+2. Voilà. D'accord. Et pendant qu'on y est, le taux mondial du chômage des jeunes pour 2012 reste bloqué à son plus haut niveau de la crise, hein, et ne devrait pas redescendre avant 2016 au moins, selon un rapport publié par l'Organisation internationale du travail, la fameuse OIT. À l'échelle mondiale, il y aura près de 75 millions de chômeurs âgés de 15 à 24 ans en 2012. Une augmentation de près de 4 millions depuis 2007, selon le rapport joliment baptisé « Tendance mondiale de l'emploi des jeunes ». Préféré, allez savoir pourquoi, à « Tendance mondiale du chômage des jeunes ». Oui, oui. Les formulations sont toujours amusantes. Les prévisions montrent que 12,7% des jeunes dans le monde seront au chômage cette année, un taux identique au pic de la crise en 2009, et légèrement supérieur à l'an passé où le chômage touchait 12,6% des jeunes. Toutes les régions du monde sont confrontées à ce défi. En Afrique du Nord, le chômage des jeunes a augmenté de 5% après le printemps arabe, avec 7,9% des jeunes sans emploi en 2011. Évidemment, tout ça, ce sont des chômeurs déclarés, vous l'aurez bien compris. Au Moyen-Orient, le taux est de 26,5%. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il est redescendu à 14,3%, mais aucun autre progrès n'est attendu à moyen terme. Si en Afrique subsaharienne, le taux de 11,5% est relativement stable depuis 2005, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, il est de 13,5%, en très léger recul par rapport à 2008, tandis que dans la région de la communauté des États indépendants, CEI, qui compte en particulier la Russie, de l'Europe centrale et du Sud-Est, le taux de chômage des jeunes a légèrement reculé à 17,6%. Et au sein de la communauté européenne, tu vas me demander, mon Robert. Bah oui, mon Jean, je te le demande, mon Jean. Et au sein de la communauté européenne, mon Jean. Eh ben là, c'est pire. 22,6% des jeunes sont à la recherche d'un emploi sur toute la communauté, 22,1% dans la zone euro, si on le limite à la zone euro. L'Espagne et la Grèce sont bien sûr et particulièrement touchés par ce fléau et enregistrent des taux catastrophiques respectifs de 51,1% et 51,2%. Oh ouais. Sans commentaire. Voilà, sans commentaire. Le Portugal, 36,1% de jeunes au chômage. L'Italie, 35,9%. On n'imaginait pas. Et nous ? La Lituanie, 34%. J'y viens, Robert. Ouais, je savais que tu allais me poser cette question. La Lituanie, 34,3%. La Slovaquie, 33,9%. L'Irlande, 30,3%. Tous ces pays dépassent la barre des 30%. L'Allemagne, 7,9%. L'Autriche, 8,6%. Et les Pays-Bas, 9,3% figurent parmi les bons élèves, si on peut dire ça comme ça. La France, 21,8% se situe dans la moyenne européenne. 21,8%. Voilà. Pour les jeunes. Ouais. Oh la vache. Ouais. Voilà, mon Robert, c'est brillant. Oh oui. Même en Asie de l'Est, région la plus dynamique, si on s'en tient à une vision libérale des choses, évidemment, le taux de chômage est 2,8 fois plus élevé pour les jeunes que pour les adultes. Soulignent quelques économistes très distingués. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mon Robert. À la semaine prochaine. Oui, merci, mon Jean. J'espère que la semaine prochaine, tu vas pas nous faire chialer encore. Enfin, bon, c'est aussi c'est ça l'info, Bon. Je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tous ceux qui payent l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible. Madame Smith, je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas des aides et qui coûte cher aux fonctionnaires, et je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. Je prendrai qu'on
que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. C'était le MEDEF interprété par Volo. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans Médreux et sans béblicité. Tu fais allusion à quoi exactement? Arrêt Racaille, la 156e, avec Piquet-Cou à la régie, vous l'avez entendu, vous l'entendez de plus en plus d'ailleurs. Jean à l'instruction publique, notre hussard noir, sans lui... Ah, qui alors... attendez, non, j'ai oublié, non, là j'ai manqué à tout ce que je devais faire ou dire. Notre Jean qui est à côté de moi, à ma gauche, là. Enfermé, on dirait la momie de Raskar Kapak. Il est dans les bandages, mais c'est pas croyable parce que vous savez qu'il s'est gamellé sur sa montagne, mais assez grave d'ailleurs, et il a le bras droit immobilisé pour 4 semaines. Donc fini les bonnes bouffes et tout, maintenant il faut lui couper sa viande. Alors, heureux qu'on n'ait pas à la manger, qu'il soit pas ramassé sur les dents, parce que là... Enfin bon, il est opérationnel quand même puisqu'il est là. Hein. Ouais, nourri à la purée et à la soupe, ça devrait pouvoir tenir. Il a la mine des fêtes, pas rasé, etc. Enfin, il est capable quand même d'écrire des textes et de parler. Donc c'est l'essentiel. L'essentiel est sauvé, quoi, mon Jean. L'art contemporain. Oui. Et la vieille taupe. Et la vieille taupe. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Par Gilbert Lascaux, un texte qui date de 1968. Ça rappellera des souvenirs à certains. Hein. Il enseignait en fait la philosophie de l'art à Nanterre et à la Sorbonne. Hein. Deux universités de pointe, on va dire. Proposant à ses étudiants des séminaires d'incertitude, hein, selon ses propres termes. Ça, j'aime bien le mot séminaire d'incertitude. Oui, bon, oui. Mais c'est tout ce que tu aimes, quoi. Oui. Dans ce qui suit. Croyant à la méthode, mais pas à la théorie. Ah bon? Il nous confie ici, dans le texte, dans l'extrait qui va suivre, hein, son attrait pour la marge, hein, les frontières, les bords, hein, pour tout ce qui, de la pensée, du trait ou de l'objet, hein, menace en permanence de se dérober, Robert, de basculer, de devenir vertige. C'est le Rothko de la pensée. La première tâche de l'artiste consiste à détruire, à supprimer. Le reste viendra, par surcroît, ou ne viendra pas. De toute manière, ce qui est négatif, la destruction, on peut le décréter. Ce qui est positif, la construction, non. Terre vierge. Problème par milliers. Seule l'expérience est capable de faire les corrections et d'ouvrir des chemins nouveaux. Seule une vie, fermentant sans entrave, s'engage dans 1000 formes nouvelles. Improvise, reçoit une force créatrice, corrige elle-même ses faux pas. Un optimisme, naturel ou volontaire, systématique, permet d'affronter les risques, l'angoisse, les douleurs de la négativité en acte, de la prendre en charge. Une œuvre peut être dite actuelle lorsque ses effets sur notre sensibilité présentent une ampleur suffisante. Elle nous émeut, elle nous ébranle. D'emblée, nous nous sentons contestés. Et l'ordre dans lequel, bon gré mal gré, désarmés ou non, nous vivons, vacille et ne nous rassure plus. Nous pouvons interroger l'œuvre. Elle-même nous pose des questions, nous met à la question.
elle se constitue comme question. Elle nie ce qui la précède, les autres œuvres qui l'entourent, elle doute de son propre sens. Avec bonne ou mauvaise conscience, elle met en cause la culture existante dans laquelle on prétend la situer. L'artiste, véritablement témoin de son temps, n'est pas Bernard Buffet ou Braillère qui peint le couronnement du chat. Il est celui qui voit comment le sol de la culture présente s'effrite et s'effondre, qui désire cet effondrement et l'exprime. Les mythes de l'Occident imitent ces buildings qui, sur les sérigraphies de Paul Bury, se gondolent et vacillent. Notre société, notre culture, comme notre être, ressemble aux maisons de Quito dont parle Henri Michaud, construites sur 6 mètres de terre superficielle et 30 mètres de précipice. Plus qu'à tout autre moment de son histoire, l'art désigne aujourd'hui l'abîme qui se creuse. Il instaure un vertige. Des œuvres peuvent favoriser, seulement favoriser, non pas produire, un changement éventuel de la culture et de la société. Elles ne sauraient jamais obéir à un rassurant réalisme socialiste. Elles ne chantent pas la pure gloire des héros positifs. Elles instaurent une complicité avec la négativité. Comme l'écrit encore Michaud en un texte significativement intitulé « Je suis né troué », je me suis bâti sur une colonne absente. L'art contemporain, qui prend la place de la peinture et de la sculpture ancienne, sans accepter cette distinction, est obsédé par ce vide, cette absence. Loin de chercher à la masquer, il la montre lorsqu'elle ne peut être encore analysée en termes clairs, en un raisonnement cohérent. Il appréhende et manifeste une béance qui se révèle comme centre et fondement de ce que nous n'appelons notre être que par habitude de penser, peut-être par paresse conceptuelle, pour esquiver le vertige. Merci Piquet-Cou. Alors, Gilbert Lascaux, enfin ses textes sont édités aux éditions du Félin. Vous pouvez commander ces livres auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot. Ça, c'est le texte qui faisait partie d'un livre collectif, mais qui a été reproduit dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel. 145 rue Amelot, 75 011 Paris, la librairie Métro Robert. Robert Caen, fille du calvaire ou République. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Alors un texte avec lequel vis-à-vis duquel tu es assez critique, mon cher Robert. Eh bien, mon Jean, aussi paradoxal que cela puisse apparaître, oui. Je dois dire qu'à la relecture de ce fragment, je me suis dégonflé comme une vieille baudruche. Ça, c'est le miracle Piquet-Cou. Ça peut-être le miracle Piquet-Cou. Ah bah si, c'est le miracle Piquet-Cou. Oui. Parce que, effectivement... écrit par moi, mais alors lu par Piquet-Cou. Non, pas du tout. Non, c'est que j'ai lu ça, si tu veux, probablement dans un moment de déprime. Ça arrive quelquefois, ça dure jamais bien longtemps. C'est rare et court chez toi, heureusement. Et ce qui m'avait sauté au paf, pour pas dire au pif, non, au pif plutôt qu'au paf. je rends compte des fois. C'était une petite phrase concernant l'ancienne. Pour te sauter au pif, faut déjà prendre un petit peu plus d'élan, hein. Non, je pense que c'est non, je regrette tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu cracher. C'est un très bon texte, très cohérent et qui marque bien, même Bernard Buffet que j'aime, malgré que ce soit pas très à la mode, ou Braillère, un peu moins, enfin, qui est pas complètement nul. Qui est pas insignifiant, oui. Non, qui est pas insignifiant. Qui prennent appui sur eux pour dire que ils sont pas vraiment des témoins de leur temps. Ça fait référence à un collectif en fait dont on a plusieurs fois, je pense, parlé dans cette émission, qui s'appelait les peintres témoins de leur temps, c'est ça. Dont faisait d'ailleurs partie Bernard Buffet comme Braillère. Tout à fait. Et dont le leitmotiv était que l'homme figure et apparaisse. Que l'homme figure. Attends, comment c'était ? J'ai oublié les termes exacts. Enfin, que l'homme figure dans les œuvres. Ouais. Oui, parce que alors c'est un petit peu généraliste comme. C'est-à-dire évidemment qui revendiquait un art
parfaitement figuratif. Ouais, hein. tout à fait. Voilà. Non, autrement, je veux dire, j'aime bien la première tâche de l'artiste consiste à détruire et à supprimer, ça je suis tout à fait d'accord. Le reste viendra par surcroît ou ne viendra pas. Parfait. De toute manière, ce qui est négatif, la destruction, on peut le décréter. Ce qui est positif, la construction, non. Voilà, là tout est dit. Après, tout le reste, non, je regrette, mon Jean, de t'avoir... Non, mais je t'avais dit qu'il y avait de bonnes, bonnes et de moins bonnes choses, hein, parce Non, que quand il dit par exemple que l'art contemporain prend la place de la peinture et de la sculpture ancienne, rien que le mot ancien est mal choisi. De toute façon, il est maladroit. Ça m'avait un peu heurté. Ouais. Il est maladroit. Ouais, Voilà. Sans accepter cette distinction, oui, d'une certaine façon, il est persuadé d'avoir tout inventé. Hein. Bien sûr. Ça, c'est... est obsédé par ce vide, cette absence, oui. Ça, on en est moins sûr aussi, je veux dire, tu vois. Je préfère, comme toi, la première partie à la suivante. Hein. Bon, tout à fait. donc tu vois. En tout cas, vous pourrez vous faire... Chacun aura fait un pas aujourd'hui vers l'autre, Robert. Bah oui, mon Jean. On se fait un bisou. Bah oui. Non, avec ton bras, je vais pas. Non, parce que si je te sers, c'est ça d'être un passionné, comme tu sais. Et donc, ça risque encore de. Faut pas rajouter des semaines. Déjà. Si tu ne penses pas à moi, pense à mon épaule. Eh oui. Je pensais surtout à la purée que tu vas te gaver tous les jours. Bon, quand même un peu d'empathie. Quelle misère. Un peu de compassion. Quelle misère. Bon, enfin, avec un petit filet d'huile d'olive. Ouais. Avec un petit coup de chenin. Il y a des jours inévitables.
Jour de doute, grand corps malade. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Quelle voix sans Dieu, sans maître, sans pub, la plus rebelle des radios, la plus libre des radios. Enfin, il n'y a que des superlatifs pour en causer de cette chose. Avec Piquet-Cou à la régie pour animer musicalement cette émission à Racaille. Et notre Jean, toujours à l'histoire de l'art, ce qu'étaient nos hussards noirs à l'éducation enfantine, dans les communales du temps jadis. Et moi-même, Shlomo. Et notamment à Rabastens de Bigorre. Ah, c'est de Bigorre, l'Auto-Pyrénées. Mon Jean. Bon, alors c'est mon Jean qui s'y cache. Devant, tout près là d'ici, sur un trottoir, il y a un graffiti assez rigolo. Ouais. Tu l'as vu, non? Non. Je suis la femme de ma vie. Ah ouais. Ouais. Super. Ouais. On en profite pour faire un bisou à nos frangines, les filles qui préfèrent les filles. Hein. Ouais. Le combat était rude, il l'est toujours, mais ouais. Vous tenez le bon bout, si j'ose dire. Ouais, et puis on les aime, toutes ces filles qui aiment les filles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Piquet-Cou. Je vais vous parler d'art minimal, ou de minimalisme. Hein. On emploie plusieurs termes. Hein. Ouais. Ça, c'est à partir de 1965, l'art minimal. Bon, puis on arrêtera après avec l'art contemporain, ou on en fera peut-être une petite cinquième, bien sûr, on aime bien avec un Nathalie Haynick qu'on recevra le 19. Oui, alors là, attention. On se finira sur l'art contemporain avec elle, parce que je veux pas non plus faire, je vais pas faire souffrir Robert tous les mardis, c'est pas possible. Arrête, t'es bêta, arrête, Jean. Non, mais c'est vrai, c'est... Non, mais moi, je suis prêt à me raccrocher les wagons, hein. Bon, c'est pas de souci, hein. J'aime bien progresser. Il est possible, hein, qu'ils visitent certaines expos en cachette. Non, mon Jean, le temps nous presse. Oui, allez. Bon, dans les années 60, hein, les promoteurs du minimal art se présentent non comme les successeurs, hein, mais comme les fossoyeurs, on peut le dire vraiment comme ça, d'un expressionnisme abstrait jugé dépassé. Bon, c'est une question de point de vue. Les gens qui jugent. Hein. Bon. Oui, exactement. Puis l'expressionnisme abstrait, ça a été quand même quelque chose. Hein. Bah oui, on peut pas dire. Bon, l'art minimal, ça reste encore à prouver. Ça reste encore minimal. On peut pas dire. Et avec minimal art. Rejetant apparemment, hein, les écoles de New York et du Pacifique, hein, le minimalisme renoue, c'est du moins ce qu'il prétend, avec les théories du Bauhaus. Hein. Oui, c'est un peu loin quand même. Mais le lien avec l'expressionnisme abstrait, ne leur en déplaise, demeure fort, hein, en raison du rôle joué par Barnett Newman, tu sais. Barnett Newman, c'est Frank Stella en moins drôle, tu sais. Oui, Sans l'humour. Ouais, sans l'humour. Ouais, parce que c'était là de l'humour. Bon, je suis content de l'apprendre. Oui. Lui aussi, il aimerait bien. Lui-même issu de l'école de New York, hein, Barnett Newman. De New York. D'autres créateurs comme Maurice Lewis ou Helen Frankenthaler assurant la validité, hein, de cette transition. Ouais, c'est-à-dire qu'il tamponne. Ouais, absolument, exactement, il tamponne. Barnett Newman rompt au début des années 60 avec l'expressionnisme non figuratif, hein, qui avait assuré le rayonnement mondial, hein, de l'école de New York. New York, d'ailleurs. Le raisonnement, il est resté à New York. Pour se tourner vers le color field painting, mon Robert. Ouais, absolument. Au champ pictural coloré. Hein. Oui, bon, merci. C'est plus joli comme ça, d'ailleurs. Oui. Non? Oui, je pense, oui. Hein? Oui. Champ pictural coloré, voilà. La toile est couverte d'un aplat monochrome, hein, parfois traversé d'une bande différemment nuancée. Oui. Ça, c'est le dernier chic, hein. Hein, t'es bien d'accord? Oh, bah oui, mon Jean. Comme les jeans, tu peux foutre une raclure divinement. Ça nous rappelle Art, tu sais, la pièce de Yasmina Reza, hein, dont on avait lu un extrait ici, voilà. Le principe du all-over est alors tellement affirmé, hein, le tableau devient une parcelle d'infini, on va dire ça comme ça, que le mur d'accrochage est annexé en tant qu'élément spatial, hein, de l'œuvre. Impressionné. Voilà. Newman, agité de tourments philosophiques et religieux, c'est bien le moins, hein, donne toujours des titres explicites, hein, à ses propositions les moins figuratives. Adam ou encore Day One. Hein. Moins signifiantes apparaissent les contributions de Sol Lewitt, hein, comme Modular Cube,
plus conceptuel d'ailleurs que minimaliste, hein, de Frank Stella, dont on parlait tout à l'heure, dont la facilité décorative ruine l'audace chromatique. Tu seras d'accord avec moi, bien sûr. Ou de Robert Reimann, hein, dont le métier est un brin académique tout de même. Et oui, l'académisme, c'est toutes les époques. C'est la seule chose qui transgresse les époques. L'académisme ne parvient pas à briser les contraintes minimales. Hein. Couleur blanche et forme carrée. Oui, ça c'est bon. En revanche, Ellsworth Kelly spécule avec ingéniosité sur les juxtapositions de grands aplats aux couleurs rutilantes et aux formes variées, hein, comme dans sa série Red, Blue, Green. 1, 2, 3, 4, enfin bon, bref. L'expressionnisme abstrait avait éliminé le motif, hein, le minimalisme exclut carrément le sujet. Bah voyons. Hein. Plus exactement, il n'en reconnaît qu'un, hein, la couleur qui, vive, large, est distribuée de la façon la plus économique, hein, totalisant très rarement plus de 3 nuances, pour exclure tout effet tridimensionnel. Voilà. La forme est tout aussi simple, hein, constituée de plans déterminés par des lignes, et lycée de Versailles. Peut-être le plus déroutant, hein, dans l'art minimal, tient-il au paradoxe de propositions visuelles primaires, réalisées dans des formats considérables. Ah bah voilà, on y est. On est en plein dans le sujet. C'est là qu'on arrive à l'art contemporain. Ah oui, tout à fait. Ouais. Plus c'est enflé, et moins ça signifie. Hein. Nécessitant la confrontation directe avec l'œuvre, hein, la dynamique lumineuse est essentielle sur des surfaces aussi vastes que rudimentaires. Il reviendra au post-minimalisme d'introduire la précarité dans ce courant, hein, l'œuvre ayant vocation évidemment à disparaître selon un processus naturel d'évaporation et de décomposition. Oui, mon Jean. Oui. C'est un élément très, très important de l'art contemporain, ça. Hein. L'éphémère. Je dirais pas un fondamental, parce que le mot fond est... Bref. Hans Haacke reste le plus éminent représentant de ce versant conceptuel. Hein. Mais le public français connaît mieux le sculpteur monumental Richard Serra, dont nous avons parlé ici déjà à l'occasion de Monumenta, je ne sais plus quelle année, 2008, non 2009, 2010. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Bref. Il n'y a pas tellement longtemps, 3 ans, ouais. Le minimalisme a pris des visages divers, hein, des peintures monochromes d'Yves Klein, puisque c'est là que ça commence, hein, aux installations de François Morellet à base de trames et de néons, hein, fondées sur la réalisation systématique de processus élémentaires. Mais moi, je m'intéresse au travail de François Morellet. Oui, on en a parlé déjà ici. Ouais. En regard de ses réussites incontestables, c'est au minimalisme le plus académique que revient la contribution de BMPT. Et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi. Hein. Le plus académique. Hein. Buren, Mosset, Parmentier et Toroni sont en effet les tenants d'un motif unique, la bande verticale, le cercle, la bande horizontale, et attention les yeux, hein, le point carré. Bon voilà, comme tu n'as pas cessé pendant ce papier de te moquer, tu seras puni. La prochaine fois qu'on fera une émission sur l'art contemporain, je parlerai de support surface, et c'est toi qui t'y colleras. Ah bon. Oh non, mais j'aime beaucoup support surface. Ah bah alors tu vois, tout est donc possible dans le meilleur des mondes. Non, parce que peut-être parce que aussi j'ai approché Viala, et que c'est un mec qui est très humain et très simple. Bon, donc c'est pas un mec qui se la joue comme des Buren et compagnie, quoi. Voilà, c'était un Nîmois, non, Viala? Ouais, c'est un Nîmois, c'est un Gardois en tout cas. Un Gardois. Oui, il est pas originaire de Nîmes, mais d'un petit village dans le coin, quoi, tu vois, dans le Gard. Oui, tout à fait. Ben voilà. Il a son père était notaire, d'ailleurs son frère a pris l'étude de notaire, et lui c'est l'artiste de la famille, quoi. Bon, mange pas la prochaine émission quand même, parce que là décidément, tu m'as convaincu. Notaire, sa mère était notaire. Voilà, alors je mettrai un lien vers l'art minimal sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Oui, parce que je crois, si tu veux, à l'inverse de gens comme Viala ou les gens de support surface, ce qui serait on ne connaît de ces artistes que l'œuvre, et moi je pense que c'est dommage, pour ceux-là en tout cas, pour d'autres peut-être moins, mais pour ceux-là, de pas connaître un peu leur parcours. Les parcours, bien sûr. Parce que, voilà, ça nous permettrait peut-être parfois, au lieu d'avoir un rejet comme moi qui est un petit peu brutal comme ça, c'est vrai qu'on le fait moins depuis quelque temps. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans l'émission, j'avais beaucoup fait comme ça des parcours individuels, et là, j'avais tendance à privilégier un peu les parcours collectifs, et on va peut-être revenir à... De temps en temps. Non, mais pour certains artistes, c'est vrai que c'est très important, quoi. Eh bien, merci, mon Jean.
Architecture is Geiselnahme, ce qui veut dire l'architecture est une prise d'otage. C'était par le groupe Einzelsture Neubauten, qui signifie les bâtiments neufs qui s'effondrent. Donc c'est un groupe originaire de Berlin-Ouest qui s'est formé dans les années 80, qui compose une musique expérimentale intense, industrielle. Voilà, et ses membres successifs sont souvent issus du milieu autonome et anarchiste allemand. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 151e, avec Piquet-Cou à la régie, notre Jean à l'instruction publique. Une musique qui t'a donné envie de rejoindre les usines allemandes. Hein, oui, beaucoup. Non, oui. c'est vrai, j'ai senti là. Oui, mon Jean. À un moment, il s'est levé, je me suis dit, ça y est, il y va. Arbette. Voilà. Et puis on continue avec l'art contemporain, avec un autre courant d'art, si j'ose dire. Pas courant d'air, mais d'art. Oui. C'est graffiti. J'ai un petit peu tout mélangé, mais vous allez mieux comprendre. Graffiti, les nouveaux fauves et bad painting, tout ça commence à peu près, disons, en 1974. C'est Piquet-Cou qui s'y colle. Au début des années 70, les valeurs établies de l'expressionnisme abstrait sont fêtées par le marché de l'art. Les révoltés d'hier, formant désormais l'establishment, divers mouvements se développent selon une logique d'autant plus invisible que le moteur en est souvent plus sociologique qu'esthétique. L'un des courants extrêmes de cette contestation des récentes valeurs nord-américaines demeure le graffiti art, qui sollicite un grand nombre de tout jeunes artistes au destin agité et souvent tragique. Au premier rang de ces derniers, Kate Haring, mort à 30 ans, et Jean-Michel Basquiat, mort à 28, dont les seules dates disent assez les trajectoires précaires, ruinées par la drogue ou par la maladie. S'y joignent des artistes moins illustres, mais tout aussi radicaux, Rammelsé, Crash, Daze, Toxic ou encore Nock 167. Cette étrange entreprise protestataire dérive directement du courant afro-américain hip-hop, né à New York en 1974. La première expression en est le tag, par quoi les jeunes noirs revendiquent une égalité utopique et dénoncent leur statut de raté de la société. L'écho en retentira en France dans les années 80 avec J1, Mystique ou encore Jérôme Ménager. Ce sont surtout les lieux publics qui offrent le support idéal à cette expression dont le pochoir, le marqueur et l'aérographe permettent une réalisation rapide, sinon automatique. Mais depuis, l'art du graffiti, récupéré par le marché de l'art et par les pouvoirs publics qui sollicitent les taggeurs en tant que décorateurs, a perdu tout impact subversif. Dans le courant des années 70, le monde artistique est traversé par une crise profonde, dont les traits caractéristiques marquent la production des nations les plus riches, au premier rang desquelles l'Allemagne et les États-Unis. Du refus soudain et absolu du bon goût moderne, de l'intellectualisme conceptuel et de la neutralité esthétique, les deux plus actifs prosélytes seront les membres respectifs des nouveaux fauves allemands et de la bad painting américaine. La référence aux deux autres sources revendiquées sont la référence aux fauves français qui révolutionnèrent la peinture en 1905 est évidente, mais les deux autres sources revendiquées sont Matisse pour la fête des couleurs et surtout l'expressionnisme allemand que le nazisme a ruiné quelques 50 ans plus tôt. L'art des nouveaux fauves est ainsi caractérisé par une véhémence parfois complaisante dans le traitement brutal de sujets subversifs comme la délinquance, l'homosexualité ou le nazisme, même s'y perce souvent sous l'agressivité une réelle émotion pathétique. Pour la plupart, les artistes de ce mouvement ont rapidement acquis une envergure internationale dans le sillage de Georges Baselitz, dont les figures renversées sont devenues la marque emblématique. Le surgissement new-yorkais de la bad painting en 1978 ébranle un temps les institutions du milieu artistique. À l'époque, il ne s'agit de rien de moins que de violemment contester les nouvelles règles imposées depuis longtemps par l'expressionnisme abstrait et plus récemment par l'art conceptuel dans les cercles de l'avant-garde officielle. La brutalité chromatique est explicitement réclamée. Les artistes tels que Julian Schnabel, David Salle ou à nouveau Jean-Michel Basquiat faisant appel à des matériaux hétéroclites au traitement hâtif. Les thèmes ont presque toujours un lien avec l'univers citadin
et se rapproche souvent du graffiti art dont plusieurs artistes se réclament. Merci Piquet-Cou. Voilà. Bon, j'y suis allé un peu fort en disant que le graffiti avait perdu tout impact subversif, mais c'est quand même un petit peu... Ouais. C'est quand même un petit peu vrai, je trouve. Hein. Bah oui, simplement avec celui qui a de la roquette, là, dont tu parlais tout à l'heure. C'est assez sympa, en plus. Non ? Oui. Voilà. Alors, des liens vers aussi bien le graffiti que les nouveaux fauves ou la bad painting sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Oui, enfin, quand même, si tu veux, l'intellectualisme a vite repris les manettes, quand même. Et la déco aussi. Hein. Oui, la déco aussi, oui, tout à fait. Voilà. Bien, écoute, on verra si... On en reparlera certainement dans le prochain jour. Word up, man. Fat caps and shit. Pilots and shit. Griffin, homemades, layups, the whole shit, man. For all my real graph niggas, son. Fat niggas know what it is. Niggas out nightly, son. Getting that tag on and shit. Yeah. I reminisce days wearing all black, paint in my knapsack. Summer squash yellow calling me, I had to rap that. Freaking forward inside, burgundy outline, late make the strip shine. Nigga, I take mine, tags on the J-line. E-train tunnels, flat blacks, got stacks, fat caps by the bundles, it was like that. Take my spot, I'll be right back. Hand styles, they major, stomp blocks and Deja. My rustos and labor, about to give birth to flavor. Vandal squad cops play blocks in a LeSabre, trying to catch niggas, writing they name, looking for fame. Sometimes you get locked, it's just part of the game. Antifreeze in my Griffin, I was making a stain. First car to the back of the train, simple and plain. Wrecking rack spot, shutting them down, leaving them slain. Real talk, son, graph on the brain, it was insane, nah, man. I got 25 cans in my knapsack. Still smell the paint in the air like I was there. I used to ride the 7 train way back and just stare at the colors on the roof. Pale yellow was the shit. Everybody wildin' out, anybody was a fake. Polymarker in my pocket, everything was getting hit. When you come through correct, your whole style get big. Triple outline, taking my time to look crisp. Can't control, crushing calm, straight stomp, we don't miss. 4 finger chips, street cry lines like full clips. Kill something, spray it past the weapon, keep stepping. Niggas know my style, still reppin', no question. I drop a lot of jewels when I rhyme, so pay attention. In New York, we make walls talk, free expression. Beyond comprehension of the regular is deeper. Pain in my pocket, fat cap in my sneaker. Late night on a mission for self. I got the fever. I got 25 hands in my knapsack. Adrenaline rushing as I see a transit cop coming. Now I start running out the suit, drop the paint, hop the roof, slip, fell, cut myself, my left hand leaking. I'm not trying to go to central bookings for the weekend. I'm moving like a marathon winner, never a quitter. Big chasing me for bullshit, I'm wondering why they bitter. So I go left, go right, go left, hit the Ave, run around the corner and I hop into a cab. Now I'm moving, got away, close call, still bleeding, shirt rip, scuff kicks, out of shape, heavy breathing, not discouraged on my mission. Never that, I'm still proceeding, doing spots like an even Monday to the weekend. Beats to all the writers, catching tags every evening. Spots steaming, hot gleaming, Permy walls on forever shit. Drop bombs like 7 million Arab rebel terrorists. One love coming from a spray paint specialist, you heard? I got 25 hands in my knapsack. C'était Mehan Laurent, Got the Fever. Donc c'est un son new-yorkais qui rappelle l'époque dorée du hip-hop. Et ce morceau est un hommage aux graffiti artistes qui sortent la nuit pour bomber. Et on peut voir dans le clip que les plus grands noms du graphe sont filmés. Sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours encore pour une petite demi-heure, oui, même très petite demi-heure, plutôt un gros quart d'heure.
Pour histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un courant d'art contemporain. Et là, on va causer tout de suite dans le poste d'art vidéo à partir de 1963 et de net haute à partir de 1995. Vous vous apercevrez qu'il y a 32 ans qui séparent ces deux départs. Bien que déjà ancien d'un demi-siècle, ça j'en revenais pas quand j'ai lu ça, oui. un demi-siècle, la vache. Oui. L'art vidéo reste en marge de toutes catégories esthétiques, l'une des expressions artistiques les plus fécondes de la sensibilité contemporaine, la plus bordélique aussi. Si l'américain George Brecht avait proposé dès 1959, cramponnez-vous les mecs, un assemblage de 9 téléviseurs formant le premier mur vidéo de l'histoire, et depuis on en a vu des murs de télévision, c'est au Coréen Nam June-paik, musicien et plasticien, qu'il est revenu de proposer en mars 1963 à la galerie Parnasse de Wuppertal la première manifestation publique d'expérience avec tubes cathodiques. Et là aussi, on en a vu des tubes cathodiques depuis cette époque fatidique. Madeleine Disco. Voilà, c'était la manif. Madeleine Disco. Surtout, Peck reste le premier artiste à avoir pensé en termes contemporains. Faut pas confondre, hein. Si un artiste pense pas en termes contemporains, ce n'est pas un artiste contemporain. Le binôme art et communication, démarche suivie par nombre d'artistes vidéastes, Dan Graham, Fred Forrest, Peter Land, Pierrick Sorin ou encore Bill Viola, mais aussi par des hommes de télévision et de cinéma tels que Jean-Christophe Averty, et là ça doit vous dire quelque chose quand même, et Jean-Luc Godard, deux éminents, comment on pourrait les appeler? Des artistes quand même. Des artistes, je trouve quand que même. ce sont Bah oui, deux ça. artistes du... Les gens internes, Non. ils veulent pas me le laisser parce qu'il dit il va encore me déconner un truc. Donc il a dit tout de suite, il a posé ses mains. C'est des artistes. D'accord, mon Non, Jean. si d'ailleurs, toute la liste que tu viens de donner, s'il fallait en garder que deux... Bah oui. Je pense, moi, je me garderais plutôt Averti, mais bon. Oui, mais bon, il Monsieur fait Godard, partie des deux. bon, Disons. Oh, c'est mais autre quand chose. même. Oui, non, bien sûr, mais bon. Quand Il même. faut les avoir vus quand même. L'art vidéo sollicite autant l'invention plastique que la maîtrise technologique. Moi, j'ai vu, mais tous les Godard que j'ai vus, je les ai vus à Londres, parce qu'il y avait un petit cinéma français, enfin, qui passait que des films français à côté de la galerie où je travaillais. Et donc, je me suis payé tous les Godard parce qu'ils ont tous passé. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelait, cet acteur américain, là, qui faisait Lemmy Cochon. Eddie Constantine. Ouais. Ça me rappelait les Lemmy Cochon de ma jeunesse. Ouais. Et Jean-Luc Godard. La vidéo sollicite autant l'invention plastique que la maîtrise technologique. Oui, bien sûr. Alphaville, c'était le nom du Oui, c'est ça. film. Ouais. Le sonore et le visuel y sont également sollicités. Les techniques d'enregistrement ne passent ainsi en un demi-siècle, ne cessant de gagner en complexité et en efficacité dans les dernières décennies. On passe ainsi, là on revient là sur ce que ma bêtise, en un demi-siècle de la bobine à la carte mémoire. Eh, très important. Hein. Ah oui, non, mais... Ça n'a l'air de rien comme ça. Ah non, mais une bobine, une carte mémoire, quand même, ça prend moins de place, la carte mémoire, que la bobine, déjà. Donc, ça peut permettre pas mal de choses. Et puis, ça enregistre beaucoup plus de données qu'une bobine. Les performances de l'art vidéo sont diffuses. Oui, un peu trop même. Animant l'art conceptuel autant que l'art minimal. Fluxus ou le net art. À partir de 1970, la prolifération des téléviseurs favorise l'implantation de l'art vidéo dans la vie quotidienne et associative. Depuis 1990-2000, le phénomène est encore accentué par la multiplication de sites d'artistes ouverts et interactifs. Alors là, bonjour. Alors, je veux dire, pour avoir une tête comme Oui, il faut avoir du temps. Ah, Ouais. Et parce puis, que il y a probablement des choses intéressantes. Ah oui, de temps en temps. Il y a tellement on de tombe sur merde des- aussi Ouais, que ah oui, bon, oui, non, là, pour faire la sélection, c'est difficile. le tri est dur. Hein. Ouais. L'avènement d'Internet ayant bouleversé les codes de la vie en société, l'art ne pouvait échapper aux effets de cet immense cycle de mutation qui s'accélère, je pense,
Où tout cela va-t-il donc finir? Aussi, dès 1995, le terme de net art s'impose-t-il pour désigner la nébuleuse artistique relevant de la seule pratique internautique. On se rappelle les régates Oxford-Cambridge. La difficulté de définir le net art tient à la difficulté de préciser ses modes de conception, de création et de diffusion. Oui, on ne va pas vers une simplification de toutes ces choses. Ainsi, dans les toutes dernières années du XXe siècle, nombre de galeries sans existence physique naissent-elles sur le réseau Internet pour y proposer, hors circuit ordinaire du marché, des réalisations traditionnelles. Oui, c'est ça qui est drôle en même temps. Parce que, voilà. En fait, oui, bon, vous aurez compris le côté un peu dérisoire de la chose. Et surtout mercantile. Oui, oui, surtout, oui, bien sûr. Enfin, on arrive toujours là. On peut, tournicoter dans tous les sens, mais on arrive au mercantile, enfin. On arrive toujours au même point. Oui, tout à fait, oui. Alors, ainsi, dans toute... Oui, ça, je l'ai déjà dit. Toute l'ambiguïté du mouvement apparaît alors dans l'univers du net qui se réduit à l'art en réseau, c'est-à-dire à l'inscription de pratiques anciennes sur un support inédit, ou s'élargit-il au concept de l'art en ligne qui suppose des modes de création relevant des seules virtualités internautiques? That is a question. Là, il y a un point d'interrogation, ami mon Jean. Le plus spectaculaire symptôme de la nouveauté du mouvement est peut-être la disparition de l'atelier d'artiste. Merde. Ou plutôt son remplacement par Internet, promu au statut encore inconnu dans l'histoire de l'art, de forum atelier. Tout à la fois outil de production, hélas, et support de diffusion, encore plus, hélas, Internet regroupe une gigantesque, c'est ça, une gigantesque. D'ailleurs, il n'y a pas de terme, parce qu'on devrait trouver plus fort encore que gigantesque. Ouais, je crois que ça n'existe pas. Constellation de blogs et forums animés par les artistes eux-mêmes, issus de tous les horizons d'Europe. De tous les horizons. Je ne vais pas féminiser l'horizon maintenant. L'anglais Us Bunting, le slovène Vuk Kosic, le français Fred Forrest, venu, comme on l'a vu plus haut, de l'art vidéo. Et puis aussi la néerlandaise Johan Hemskerk, il faut le faire des noms pareils, la russe Olia Lalina, là c'est plus joli Lalina, j'aime bien, et le belge Dirk Paes-Mansi. Je pense que ça doit être un belge indien. Oui. Oh, un flamand. Un flamand, oui. Ah, bah oui, tiens, un flamand. Dirk Paes-Mansi, oui. Dirk Paes-Mansi. Voilà. Non, c'est intéressant, mais voilà. En fin de compte, quand on ouvre son ordi et qu'on commence à rentrer là-dedans, c'est super épuisant. Enfin, je sais pas, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas de cette génération de, jeunes gens qui sont nés avec ça, quoi. Mais... Moi non plus. Trop de richesse. Tout en n'étant pas de ta génération. Trop de richesse, encore une fois, peut gravement nuire à la santé, je pense, à la santé mentale. Puis Fred Forrest, renseignez-vous, mais voilà, c'est en particulier pour lui ou à cause de lui que j'ai fait le lien comme ça entre l'art vidéo et le net art, quoi. Tout à fait. L'un débouchant un petit peu sur l'autre. Ouais, c'est bien, mon Jean. Et bien maintenant, mon Jean, tu vas nous parler des exploits à ne pas manquer, puisque l'heure s'avance. Après une musique, évidemment, programmée par notre Piqueco, qui fait la tête parce que j'avais l'air de zapper son travail. Non, jamais il ne ferait ça. Ah, non, jamais.
Alors voilà, c'est un extrait d'un hommage à John Cage composé par Nam Yoon Penk. Oui. Voilà, dont il était question et dans ce papier Ouais. de Robert sur l'art vidéo. Bien. C'était, enfin, on ne voudrait pas dire, mais nous avons une émission Radio Libertaire qui s'appelle Epsilonia, où vous pouvez retrouver toutes ces musiques que nous passons régulièrement en hommage à la musique. Voilà, sauf 12 heures, mais seulement ça dure 12 heures. Ça dure 12 heures sur Epsilonia, oui. Alors là, pour les amateurs, c'est quoi de faire. Hein. Voilà, vous pouvez vous gaver. Oui. Les expos à ne pas manquer, enfin, la triennale. Ah oui. De l'art contemporain, je suis sûr que Robert y est déjà allé, mais en douce dé, hein, comme on dit. Ça, c'est au Palais de Tokyo. Ah, je suis tenté. Quand même. Ouais, tout de suite, dès qu'il... Voilà. 13 avenue du Président Wilson, donc des quartiers que de toute façon Robert fréquente plusieurs fois par semaine, hein, dans le 16e arrondissement, et c'est valable jusqu'au 26 août non, mais Jean, 2012. Donc tu as le temps d'y aller. Que tu es mutilé. Ah non, mais aujourd'hui je me lâche parce qu'il peut pas me toucher là. Bien, il a bien enlevé sa veste pour me montrer tout ce harnachement. Pardon, elle est arrête. tombée. Et là, mais comme les nanas qui font descendre un petit peu leur pull là. Ah ouais, j'ai fait un peu ma Sophie Marceau. Il faut dire ce qu'il y a. Bon. C'est la première grande exposition hein, depuis la réouverture du Palais de Tokyo. Hein. La triennale. Et elle envahit l'intégralité du lieu. Hein, je te préviens quand même. Hein. Non, que je veux pas me faire aligner. J'ai déjà vu ton intégralité pratiquement. Sous l'intitulé d'intense proximité. Bah oui, comme nous, on est dans une intense proximité, mon Jean. Alors je précise, hein, ni parcours thématique, ni parcours chronologique. Hein. Ah bah oui, cette exposition interroge les foyers de création, les correspondances et les complicités hein, entre différents pays et artistes de ces différents pays. Eh oui. En 2000 œuvres de 120 artistes de 60 pays. C'est pas mal quand même. Non mais il faut camper là-bas, on a des... Non mais ce que tu peux faire c'est y aller vite, tu vois, marcher assez vite et puis tu verras qu'il y a des choses qui vont te scotcher, mon Robert. Oui, j'en suis persuadé. Non mais je vais y aller, c'est sûr. Hein, je te le dis. Dans un échange permanent, hein, tous les territoires sont explorés en fait, dans des rencontres faites de sensations et d'émotions, de découvertes et de réflexions. Bien sûr. Aucune frontière visuelle ne délimite les chemins explorés hein, et diversifiés dans le lieu, on va dire, approprié du Palais de Tokyo, ou plutôt du nouveau Palais de Tokyo. Hein. Voilà. Les artistes de cette triennale nous offrent quelques belles stupeurs, Robert. C'est l'expression, des belles stupeurs. C'est si rare. Oui, les belles stupeurs, c'est rare. Oui. Les belles stupeurs. Oui, c'est rare. T'en as combien dans l'année, on va dire? Non, en moyenne. Alors je te parle de ces dernières années. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mon Jean, parce que ça sent le traquenard. Bon. Voilà. Et puis Shiharu Shiota, ça c'est Labyrinth of Memory. Vous allez devoir vous déplacer un peu, c'est la sucrière, hein, 4950 quai Rambaud à Lyon. Oui, voilà, jusqu'au 31 juillet, vous avez le temps d'y aller. Non, aucune excuse, vous pouvez très bien aller à Lyon, c'est une ville magnifique. En plus. Oui, ça c'est vrai. Puis on mange voilà. Nous vous avions déjà parlé, hein, il y a un an à peu près, de cette artiste japonaise qui avait conçu 2 installations monumentales hein, pour la Maison Rouge à Paris. Cette fois, elle a eu quartier libre hein, pour s'emparer des 1700 mètres carrés du plateau 2 de la sucrière à Lyon hein, et habiter le bâtiment hein, avec ses incroyables tissages. Tu vois un petit peu très bien, hein, qui évoque la puissance des liens interpersonnels et l'inévitable dépendance du sujet à ses racines. Hein. Moi, non, allez-y, c'est sensitif, on va dire. Hein mais Piqueco adore. Ouais. Elle est très sensitive, elle adore. Construit dans les années 1920. Ariel Dombal nous dirait que c'est arachnéen. Oui, c'est un peu ce que disait Piqueco. Hein. Voilà, construit. Mais de toute façon, Piqueco et Ariel Dombal, j'ai toujours trouvé que... Enfin bon, on va pas développer aujourd'hui, on n'a pas le temps, on est déjà un peu à la bourre. Construit dans les années 20, hein, l'ancien entrepôt de la sucrière, le site emblématique de la Biennale d'art contemporain depuis 2003, hein, est aujourd'hui totalement rénové. Hein. Entre les colonnes, Shiharu Shiota y a installé 16 longues robes blanches, hein, triplant l'installation énigmatique présentée à la Maison Rouge, hein, qui effectivement est un espace beaucoup plus restreint. Ces cocons vides, hein, mais d'une présence intense, parfois inquiétante, Robert.
sont suspendus au plafond dans un réseau de fils noirs de 600 km de laine. C'est ça qu'il faut retenir. C'est surtout ça, à l'art contemporain, c'est ça. 600 km De laine. Imaginez le nombre de moutons qui ont été tondus. Non, mais vous vous rendez pas compte. Hein. Non, parce qu'ils sont pas allés à Kouméli. Voilà, c'est pas des moutons de Kouméli. J'étais désespéré, là. Ils étaient tous complètement peints en bleu, ces pauvres moutons. Ah bah oui. Ouais, il y avait en fait l'ours qui était juste passé sur le plateau d'en face et qui en avait dévoré 12. Mais enfin, dévoré pas réellement, éventré 12. Il avait juste mangé le foie et le cœur, tu vois. Bah, con, et les tuer par plaisir. Et tu sais ce qu'ils disaient, les paysans du coin? Que c'était à ça qu'on reconnaissait qu'il était slovène. Parce que jamais un ours des Pyrénées, authentique, n'aurait tué par plaisir. Fallait pas les tuer, bande de glands, les ours authentiques. Voilà, une œuvre étrange et fascinante, hein, Chiharu Shiota, à la fois glaçante et poétique, sujette à 1000 interprétations. Ah oui. Bon, écoutez, comme on vous le recommande chaudement pour avoir un lieu commun bien gras à la fin de cette émission, allez-y, courez à voir ces expos dont notre Jean vous parle. Il ne parle pas pour ne rien dire, notre Jean. Moi-même, je vais aller au Palais de Tokyo, aller voir ce monument de la bêtise humaine. Parce que casser un palais, même si c'était pas de l'art antique, pour en faire un lieu dévasté, je sais pas ils ont probablement tout reconstruit. Non mais... Tu nous diras ça la semaine prochaine. Ouais, je dirai ça la semaine prochaine. Tu vas y aller demain. Hein? Non, mais ne te gousse pas, s'il te plaît. Ne profite pas encore une fois de ta situation assez fragile. Bon. Parfois je pense aux robes blanches, ces belles robes de mariée, avec leurs roses et leurs pervenches, le parfum du siècle dernier. Quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes ont dû trembler avant d'offrir enfin leur hanche à une première promiscuité. Quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes ont dû prier pour que le vin de noces étanche la fougue de leurs braves chevaliers. Quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes ont dû s'étonner du peu d'émoi que la chose déclenche. Déjà fini, faut recommencer. Et quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes ont dû rêver avant de voir qu'un homme ne s'épanche nulle part mieux que sur un oreiller. Quand je pense à ces robes blanches, combien d'hommes ont dû soupirer devant tant de pain sur la planche. Heureusement qu'elle savait cuisiner. Quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes ont dû s'ennuyer toute une vie les veilles de dimanche, regarder le plafond briller. Quand je pense à ces robes blanches, combien de femmes n'ont goûté qu'à la force d'une seule branche, sans avoir le droit de voler. Et aujourd'hui, les robes blanches ne sont plus là que pour décorer, et les femmes ont carte blanche presque partout, enfin à peu près. Mais faudra marquer d'une pierre blanche le jour où elles pourront se vanter avec un zeste de revanche d'être des séductrices affamées. Et quand je pense à ces robes blanches,
ces belles robes de mariée, de ce passé sur lequel je me penche. Y a pas grand chose à regretter. Alors c'était Les Robes Blanches par Gildas Thomas. Voilà, c'est la 156e d'Araka et on vous dit... C'est déjà fini? Salut, dit Jean. Non, c'est vrai? À la semaine prochaine. C'est déjà fini? C'est déjà fini, mon Jean. Jean, à la semaine prochaine, mon Jean. Au revoir. Bah, oui, au revoir à tous. Non, mais À la semaine ah bah oui, bon bah si c'est déjà fini alors. Ouais, hein. et ne fermez pas votre poste, hein, parce qu'il y a d'autres émissions qui vont suivre toutes les journées. Ouais, notamment un certain cocktail. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Salut à tous. Salut les copains, salut les copines.